Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à Bienvenue. toutes et à tous. Bienvenue pour ce dernier épisode de la série VIE que l'on propose chez Exia Ingénierie et chez Exia. Merci à tous d'être présents pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on part en Suisse pour découvrir un petit peu les VIE qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire en VIE en Suisse ? Comment ça se passe, quelles sont les conditions, quelles sont les conditions d'accès au logement, etc. Tous ces types de questions-là. Et donc aujourd'hui, on accueille Esteban, Audrey et Clémentine qui vont nous raconter leur expérience. Du coup, moi, c'est Audrey. Je suis aujourd'hui chargée de recrutement chez Extia à Lausanne. Je suis la chargée de recrutement sur la partie IT et ingénierie. Je m'occupe du coup, tout le process de recrutement, du suivi des collaborateurs et des projets annexes, tout ce qui va toucher à la marque employeur, la communication, les formations, les différents sujets. Et donc, mes collègues Esteban et Clémentine, je vous laisse la main. Alors, je sais pas, Esteban ou Clem. Esteban ? Je prends la main. Donc Esteban, moi je suis ingénieur d'affaires côté industrie. Donc je suis arrivé en juin 2022. Donc j'ai fait 1 an et demi de VIE. Donc ça c'est le maximum en Suisse. Donc je suis passé en CDI là en décembre. Donc c'est encore tout récent, tout frais. Et du coup je passe la main à Clémentine pour que c'est encore plus frais. Et bonjour à tous, donc moi c'est Clémentine, j'ai rejoint Extia en octobre de l'année passée, donc c'est tout récent, toujours en VIE. Je suis business manager donc comme Esteban sur la partie ingénierie. Donc je m'occupe à la fois de faire passer par exemple les entretiens des candidats, donc plutôt partie RH et de toute la partie aussi commerciale. J'ai oublié également en VIE pendant 18 mois et je suis passée en CDI. Donc je suis passée en CDI en juin de l'année passée, en juin 2023. Donc je connais bien le sujet VIE, mais voilà. Merci Audrey. Justement, on va rebondir sur le fait que tu connaisses bien le sujet VIE. Pourquoi tous les trois vous avez choisi de faire un VIE, plutôt qu'un CDD ou un CDI directement après vos études ou vos différentes expériences professionnelles? Je ne sais pas qui veut commencer. Audrey? Je peux. Alors, c'est vrai que j'avais entendu parler des VIE. C'était un sujet qui était revenu soit par l'école, soit par des connaissances qu'on avait fait, etc. Mais c'était pas forcément une grosse volonté de ma part. J'avais gardé dans un coin de ma tête. Je recherchais pas activement un VIE et en fait, je recherchais plutôt un poste international et notamment en Suisse, puisque j'avais passé des vacances, j'avais vraiment aimé le pays. Je me suis dit pourquoi pas partir. Après le master, j'avais rien qui me retenait de particulier. Donc, je me suis dit pourquoi pas l'international. J'ai trouvé l'annonce Extia qui était exactement ce que je voulais faire. C'était exactement le poste que je recherchais, avec les valeurs que je recherchais et pour moi, c'était important. Et du coup, c'était un poste en VIE donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Ça peut être l'occasion et puis il y a différents petits avantages dont on parlera plus tard donc je me suis dit: ça peut être l'occasion, pourquoi pas?» Je peux ajouter aussi ma petite expérience là-dessus. C'est vrai que moi, pour le coup, je connaissais quasiment pas du tout. J'en avais entendu parler, mais sans plus. Je recherchais pas forcément à faire un VIE. Ça s'est ouvert un petit peu comme une option pour venir en Suisse. C'est pas du tout évident. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui veut venir en Suisse, donc c'est vraiment un passeport, on va dire, pour pouvoir venir. C'est pas du tout évident, et donc moi, c'est en faisant mes recherches à un moment donné, je suis tombé sur un poste qui à la base n'était pas VIE, mais qui s'est construit et qui est devenu VIE par la suite. C'était la seule possibilité. C'est assez compliqué de pouvoir venir en Suisse. Merci Esteban. Et toi Clémentine? Et moi, je ciblais un poste à l'international, donc c'était plus un peu le même biais qu'Audrey, en fait, la volonté de travailler à l'étranger. Et puis, en fait, c'est un peu la porte d'entrée dans un pays avec des conditions correctes. Alors, pas forcément pour la Suisse, mais même globalement, peu importe le pays qu'on cible. Donc, c'est vrai que c'est un peu pour ça que je me suis orientée au début sur un VIE. Et puis voilà. La volonté internationale, quoi. Ouais, justement, pour rebondir à ça, Audrey, tu l'as évoqué, toi, tu avais déjà été en Suisse, donc tu avais potentiellement envie d'y revenir pour une expérience. Pourquoi vous avez choisi la Suisse, vous, Esteban et Clémentine? Qu'est-ce qui vous a principalement attiré? Pourquoi pas le Canada? Pourquoi pas l'Espagne? Comment vous avez fait ce choix-là? Pour ma part, en l'occurrence, je connaissais un petit peu la mentalité suisse. Moi, j'avais l'exemple avec le Luxembourg qui a une mentalité parfois assez proche. J'ai grandi pas très loin, donc je voulais retrouver ce côté
un peu cartésien et un peu méritocratie dans le travail, qui est assez vrai en Suisse. C'était pas forcément la base pour les paysages, même si effectivement je profite beaucoup à Lausanne. Mais voilà, c'était vraiment ce côté-là et aussi le fait que la Suisse est assez bien développée pour tout ce qui est médical en général. Et moi, il faut savoir que je suis ingénieur à la base en biotechnologie et robotique médicale. Donc ça faisait sens en tout cas. Et toi, Clémentine? Moi, je connaissais pas la Suisse auparavant. J'avais juste cette image un petit peu du côté très nature, montagneux, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de venir ici. Trouver de l'équilibre en fait entre les opportunités professionnelles challengeantes et un cadre de vie qui correspondait bien à ce que j'aime faire sur mon temps libre. Ok, super. Merci à vous deux. Et j'aimerais aussi du coup rebondir sur le fait que vous avez choisi la Suisse. Est-ce que vous avez postulé à une annonce? Est-ce que vous avez candidaté sur Business France et Exia vous a contacté? Ou est-ce que, comment ça s'est passé en fait le processus? Parce que vous avez dit que vous avez plutôt choisi la mission. Donc comment vous avez fait exactement, Audrey par exemple? Alors moi j'avais cherché l'annonce, en fait je cherchais des missions et l'annonce d'Extia est ressortie. Donc c'est via le site Extia qui proposait l'annonce en VIE, donc elle était très certainement relayée sur le site Business France. Parce qu'en général, voilà, les annonces sont publiées, mais moi je l'avais trouvée sur le site Extia et c'était écrit VIE en gros dans l'intitulé. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'avais trouvé la mission. Et donc tu as Et puis postulé ouais, directement à j'ai cette candidaté et j'ai été appelée. Je me souviens, j'avais candidaté ce jour-là à 9h et puis j'avais été appelée à 11h par Constance, l'équipe interne. Donc vraiment, voilà, le process avait été très rapide et je me suis dit qu'ils sont réactifs chez Extia. Et du coup, le process avait démarré et ça s'était très bien passé. Et donc, toi, tu n'as pas eu besoin d'aller sur Business France pour Non. postuler? Ça s'est fait Non, parce directement que via ça s'est Exia? fait directement, voilà, via cette annonce-là, puis ça avait bien matché et du coup, voilà, moi le poste m'intéressait, visiblement, Exia était intéressé par moi aussi, donc il y avait matching, donc du coup, on a continué comme ça. Trop bien, trop top. Et toi, Esteban, est-ce que c'était le même processus? Alors non, pas du tout. Moi, j'avais été contacté, j'avais mis mon CV sur des job boards et j'avais été contacté à la base plutôt pour un poste technique et ça a évolué après les échanges. Justement, j'avais vraiment aimé la philosophie. Du coup, je voulais participer activement au développement de la société. Ok, donc à la base, toi, tu cherchais pas forcément un VIE. Pour le coup, Ouais, c'était tout à fait, au hasard. Ok, exactement. trop bien, super. Et toi, Clémentine, tu te rapproches plus duquel profil? Plutôt Audrey, en fait, moi je me servais du site de Business France qui permet de centraliser toutes les opportunités qu'il peut y avoir en VIE. Et après, j'allais postuler directement sur le site de l'entreprise, en fait. Et ça, c'est une vraie recommandation d'ailleurs, parce qu'il y a un sacré délai quand même entre si vous postulez directement sur Business France, il y a un gros délai finalement pour avoir un retour, alors que si vous postulez directement sur le site, vous allez avoir un retour beaucoup plus rapide. Et ça, c'est dû à quoi, selon toi? Du coup, les entreprises sont plus réactives directement sur leurs offres qu'elles postent? Oui, je pense, et Business France reste un intermédiaire finalement dans le process, donc oui, pour gagner du temps, autant servir de Business France vraiment pour le référencement des offres. Ça permet de voir ce qui est d'actualité finalement. Et puis après, faire les démarches directement sur les annonces en interne en fait. Ok, ça marche. Et j'ai une question sur la langue, peut-être, parce que c'est vrai que le VIE est aussi beaucoup utilisé pour apprendre une langue, développer son anglais, son espagnol, etc. Vous, comment ça se passe à Lausanne? Est-ce que vous utilisez l'anglais? Est-ce que dans vos missions, vous le parlez fréquemment? Est-ce qu'avec les Suisses, vous parlez que français ou vous parlez l'anglais également? Comment ça se passe? Et aussi, est-ce que c'est un critère de sélection de parler anglais ou pas du tout? Alors au niveau de la langue, on utilise quand même plutôt le français. En Suisse romande, c'est la partie vraiment francophone de la Suisse. Nous, on travaille plutôt sur cette région-là. Après, c'est l'allemand qui peut arriver assez vite, mais voilà, on parle pas forcément allemand couramment. Donc, quand il y a besoin de switcher, on parle plutôt en anglais. Donc, ça reste quand même assez ponctuel. Ça va être des candidats qui sont pas forcément francophones et que, du coup, l'échange se fait en anglais. Mais ça reste quand même assez ponctuel. On parle plutôt en français pour le coup. Mais on a des consultants qui sont pas forcément francophones, donc on parle anglais avec eux. Même il y a des sorties où on parle anglais autant que français. Enfin voilà, on anglicise un petit peu notre quotidien avec nos équipes.
Ok, ça marche. Donc, c'est pas un critère de sélection si on n'est pas pro dans une langue. C'est nickel. Ok, trop bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vos missions concrètement en VIE, du moins Audrey Esteban, ce que vous faisiez avant d'évoluer chez Exia? Qu'est-ce que vous faisiez au quotidien? Est-ce que vous aviez un poste comme un CDI qui était dans la boîte? Comment ça se passait? Moi, j'ai intégré Extia assez rapidement après mes études. En fait, en parallèle de mes études, j'étais auto-entrepreneur, donc compliqué de comparer. Donc, j'étais indépendant sur des sujets plutôt d'impression 3D, etc. Donc, c'est vrai que la comparaison est assez complexe. C'est du tout au tout. Hein. C'est vraiment, je passe du coq à l'âne à ce niveau-là. Donc voilà, je saurais pas trop apporter beaucoup d'informations là-dessus. En tout cas, je peux peut-être te laisser la main à Audrey qui a un peu plus d'expérience du coup. Et en termes Oui. juste de mission, peut-être, Esteban, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu faisais en VIE qu'est-ce que tu faisais dans ta mission du quotidien? Une journée type, par exemple? Justement, ce qui est bien dans le côté commercial, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type, ça change tous les jours. On s'attend toujours à quelque chose et c'est toujours autre chose qui se passe. Mais voilà, c'est beaucoup d'échanges avec les clients, beaucoup d'échanges avec les candidats, beaucoup de voyages aussi, hein, parce que la Suisse, nous, on s'occupe de toute la partie suisse romande pour l'instant, hein, ça pourra s'étendre par la suite un peu plus côté alémanique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a j'ai beaucoup de trajets chez mes clients qui sont plutôt dans le nord, plutôt dans le sud, côté du Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. On a des clients un peu partout. Donc voilà, ça fait partie aussi de mes missions de me déplacer, d'être à proximité des consultants autant que possible, et de même avec les clients du coup. Ok. Et toi, Clémentine, du coup, vu que vous aviez le même poste, c'est pareil? C'est la même chose, tout à fait, oui. En fait, le VIE, ce qu'il faut comprendre, c'est plus la forme du contrat qui change par rapport à un CDI, mais finalement, dans les missions, on retrouve les mêmes missions. Esteban et moi, aujourd'hui, on fait la même chose. Ok, super. Merci, Clémentine. Et Audrey, toi, quelles étaient tes missions type lorsque tu étais en VIE? Et finalement, assez proche de ce que je fais aujourd'hui, parce que voilà, le VIE, comme dit Clem à juste titre, c'est juste le contrat qui change. Et après, quand on passe en CDI, c'est dans la continuité de notre contrat, de ce qu'on a fait, de notre quotidien. Donc voilà, ça va être des relations clients, répondre à des postes, trouver des candidats, faire des processus de recrutement, enfin voilà, vraiment tout le process RH, en tout cas pour Extia. Mais après, c'est au cas par cas. Si demain, voilà, vous voyez des offres en VIE sur d'autres missions, c'est juste le type de contrat en fait. Ça peut s'apparenter à un poste même comme un CDI, ce qui est proposé en alternance pour des postes en CDI. Il y a des alternances qui sont très stabilisantes, un peu comme le VIE finalement, mais là c'est à dimension internationale. Super, merci Audrey pour les précisions. Est-ce qu'on peut donc rebondir sur le contrat, étant donné que le contrat VIE est totalement différent d'une alternance, d'un CDI ou d'un stage? Quels sont les avantages pour vous en Suisse d'avoir un contrat VIE, si on peut parler notamment de rémunération, de quelque chose qui changerait avec la France, je ne sais pas, notamment peut-être lié aux impôts. Normalement, il n'y a pas d'impôts en VIE. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, carrément. Moi, je trouve que le contrat en VIE pour la Suisse, c'est un vrai avantage, et d'autant plus peut-être par rapport à d'autres pays parce qu'en Suisse, il faut savoir que toute la partie administrative est vraiment différente, de la France. Il faut un permis de travail, il y a des assurances maladie, après effectivement les impôts, ce sera les impôts locaux. Enfin, en fait, quand on est en CDI, il y a quand même beaucoup de choses à appréhender. Il y a beaucoup de choses, même ouvrir un compte bancaire. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça à prévoir alors que quand on arrive en VIE, finalement, c'est assez confortable parce qu'on garde ce statut de français à l'international, on travaille à l'international, mais on reste un peu protégé sous ce statut français où on a encore son compte bancaire en euros, on n'a pas l'assurance maladie à souscrire, on est couvert par une assurance internationale qui est fournie par Business France, qui rembourse les frais. Après, quand on est en Suisse, il faut payer les frais maladie, etc. C'est un peu comme les États-Unis. Donc finalement, je trouve qu'il y a vraiment un confort. Il n'y a pas de compte bancaire à ouvrir, on est couvert au niveau de l'assurance. S'il y a un problème, voilà, on reste rattaché à la France, on peut rentrer ou revenir si jamais il y a un souci. Et puis, on est exonéré d'impôts sur le VIE, donc effectivement, c'est assez confortable. Et actuellement, le taux de rémunération, il s'élève à combien?
Alors ça, c'est des grilles qui sont fixées par Business France. Ça évolue en fonction du marché, du coût de la vie, de l'inflation, etc. Là, aujourd'hui, on est à 4 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, à date. Net, parce que c'est net, c'est pas brut. 4 000 net par mois. Ok. Et si on peut comparer, ça au coût de la vie, est-ce que ça suffit amplement pour vivre en Suisse, comparé au coût du logement, au coût de la nourriture, des sorties? Est-ce que 4 000 euros c'est suffisant ou pas? Je sais pas, Clémentine, par exemple, toi qui es encore en VIE, est-ce que peut-être tu peux Oui, nous partager oui, oui, c'est suffisant. Après, ce qui va être relativement cher ici, ça va être plutôt le logement. Donc après, en fonction de ce qu'on arrive à trouver pour se loger, oui, le salaire est adapté. Il est tout à fait adapté. Ok. Et toi, par exemple, en termes de logement, est-ce que c'était facile à trouver? Est-ce que tu avais un loyer élevé? Est-ce que tu peux nous en dire un Non, petit peu plus sur ça? on va pas se mentir, c'est une galère. C'est clairement une galère quand on arrive. Parce qu'en fait, c'est souvent des gérances ou des régies qui s'occupent en fait des baux de location et qui demandent, par exemple, un, un historique, les 3 fiches de salaire qu'on n'a pas quand on arrive. Ils demandent aussi un garant suisse. Alors vraiment suisse, hein, donc c'est-à-dire que ça peut pas être un parent français ou voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un de nationalité suisse qui puisse être garant. Qu'est-ce qu'ils nous demandent d'autre? Oui, même les fiches, c'est vrai que même les fiches de paye de VIE, c'est quand même propre au VIE, donc c'est pas une vraie fiche de paye. En plus, on est payé en euros, donc ils comprennent pas forcément voilà, les équivalences. Ils prennent pas ça comme une valeur sûre en fait. Et, et du coup, oui, c'est compliqué et beaucoup de personnes optent quand même pour la colocation au début, en arrivant seul. Après, en arrivant en couple, ça peut être différent parce que si le conjoint ou la conjointe a un CDI ou voilà, avec les 2 salaires, peut-être ça peut être plus rassurant. Mais en arrivant seul, oui, la coloc ou la sous-location qui est légale ici, hein, c'est un vrai contrat de sous-location, ça peut être la meilleure option pour se loger. Ok. Et toi, comment tu as réussi à trouver un logement? Est-ce que t'avais, chez Exia, est-ce qu'on a pu t'aider? Est-ce que Business France avait des solutions à te proposer? Ou tu t'es Alors, débrouillé Business France, j'ai pas du tout le souvenir qui m'a aiguillé à ce sujet. En fait, j'ai eu très peu d'échanges avec Business France, hein, tout de suite, c'est avec Extia qu'on a échangé. J'ai eu des tips donc de l'équipe Extia Switzerland par téléphone, hein, dès qu'on a convenu du contrat. Et puis après, en se renseignant, bon, aussi un petit peu maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça, on trouve quand même facilement des sites et notamment tout le logement en Suisse, ça se passe quand même beaucoup sur Facebook. C'est relativement fiable. Il y a des pages, vous tapez colocation Lausanne ou recherche d'appartement Lausanne, Vevey, et vous tombez en fait sur des pages de marketplace où tout le monde publie les annonces de colocation, de sous-loc ou même de remise d'appartements. Donc ça se passe beaucoup là-dessus. Ça se passe aussi beaucoup sur Anibis, qui est le bon coin suisse. Il y a de mémoire, il y a ImmoScout également. Il y en a quelques autres, je crois. Enfin, ça, on pourra diffuser la liste des sites un peu clés pour trouver le logement. Mais dans un premier temps, vraiment Facebook. Ok, ça marche. Merci Clémentine. Est-ce que toi, Esteban, c'était aussi la même expérience? Tu avais aussi galéré à trouver un logement? Tu es aussi passé par des groupes comme ImmoScout, Anibis, etc. Ouais, en effet, moi je suis arrivé, donc j'avais commencé avec un Airbnb et qui en discutant est devenu une colocation. Euh, Donc, important de commencer par Airbnb, ça peut aider aussi par des tips pour pouvoir commencer à côtoyer des gens du pays et qui peut avoir vraiment pas mal de tips aussi en plus de ce que nous côté externe on peut apporter. Mais effectivement, Anibis, ImmoScout, c'est des bons tips. Facebook aussi. C'est comme ça que j'ai pu après trouver d'autres appartements. Et le dernier, ça a été une régie indépendante, celui que j'ai actuellement, hein, d'appartement, qui m'a entre guillemets laissé ma chance malgré mon contrat VIE. Mais voilà, faut persévérer. Ça en vaut la chandelle. Enfin, c'est intéressant quoi. C'est pas facile mais intéressant après.
Merci Stéphane. Et est-ce que vous pouvez nous donner une tranche de prix concernant le loyer par rapport au salaire que vous aviez en VIE? Est-ce que ça va de l'extrême ou pas? Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple? Oh, bah, c'est facile, on peut compter la moitié. Hein, globalement, au moins qu'on peut avoir à Lausanne, on est sur 1500. Après, en trouvant bien, on peut avoir, mais il y a beaucoup de monde après sur des logements. On peut trouver un studio 1200, 1100, mais il y a il y a vraiment beaucoup de monde et on est sur le marché parisien. Il y a vraiment les visites groupées et dans l'heure, il est loué, quoi. Ok. Donc, ou après, c'est en passant par des colocs. Du coup, voilà, c'est le contact, le feeling qui peut jouer. Qui peut influencer, mais le marché du logement, c'est le plus compliqué au niveau du VIE pour s'installer. Alors, effectivement, il y a des solutions temporaires qui se font, hein, les colocations, Airbnb. Une fois qu'on est sur place, on peut être aussi plus dispo pour faire les visites. Mais c'est sûr que voilà, c'est pas évident. Le VIE, il est pas trop connu encore ici. Ils comprennent pas pourquoi effectivement le salaire en euros. Ça inspire pas confiance. Et même moi, enfin, je sais que j'avais fait un peu une entrave sur le perso. J'avais eu un peu peur parce que pour que j'ai le logement que je voulais, il fallait que pour que le propriétaire accepte de considérer mon dossier, alors qu'on était deux, il fallait payer 6 mois de loyer d'un coup. Et on l'avait Ah même oui. pas visité, enfin, on n'était pas sûr du truc et il nous avait dit tout de suite, c'est ma condition, sinon de toute façon, je lis même pas votre dossier. Donc il faut quand même avoir confiance parce que bon, Bah ouais. voilà. Donc il faut, Ok. voilà, et attention parce que mon exemple perso aussi peut servir pour ça. Il y a beaucoup d'arnaques en Suisse. Il y aura beaucoup de fausses annonces. On ne fait jamais payer avant une visite. On ne fait jamais payer avant d'avoir un appartement. Là, au final, on a pu le visiter. On a dit qu'on était OK sur le principe, mais on a payé que la minute quand on avait l'appart. Mais il y a des arnaques. Il y en a plein qui sont à voir. Tous les jours, on voit sur les groupes, ah, je me suis fait encore arnaquer. Je pensais que c'était une vraie et en fait non, j'ai payé et ils retrouvent jamais leur argent. Donc gros warning là-dessus en retour d'expérience parce que vraiment, normalement voilà, vous avez plein de photos, vous pouvez aller visiter l'appartement et vous ne payez que quand vous l'avez entre guillemets, enfin voilà, quand votre dossier est retenu. Ok. Donc ouais, le logement, ça reste quand même une grosse part de vos dépenses sur place, quoi, parce que plus de 1000 euros au minimum pour un logement, c'est vrai que c'est quand même très cher. Ouais, moi aujourd'hui, proche Lausanne, je suis à 1300 francs, donc un peu plus en euros du coup. À peu près 5-10% en plus pour la conversion, pour un 50 mètres carrés, une pièce. Il faut avoir ça aussi en tête, donc c'est important de s'y prendre vraiment à l'avance. Il y a ça aussi, et pas attendre le dernier moment d'arriver sur place et dire bon bah alors je vais où? Faut s'y prendre un peu à l'avance. Ouais, donc quitte à arriver 2 semaines avant, enfin 2 semaines, c'est trop court, vaut mieux arriver limite un mois et demi, deux Je mois suis arrivé avant un et mois arriver. avant, ouais. Ouais, Ouais, un mois ok. avant, c'est parfait. Ça permet aussi de comprendre un petit peu l'environnement, de pouvoir visiter pas mal d'appartements, vraiment de comprendre un petit peu où on arrive, quoi. Ok. Et Stéphane, tu parlais du coup de la conversion en euros et en francs. Comment ça se passe du coup? Est-ce que c'est fait directement via vos banques? Est-ce que c'est vous qui devez convertir? Enfin, comment vous réglez en fait votre loyer? Est-ce que vous payez en espèces, en virement? Comment ça se passe? Ah, il y a pas mal de solutions. Il y en a qui arrivent quand même à ouvrir des comptes en banque directement avec un VIE. Ça marche quand même. Donc on peut transvider enfin, envoyer comme ça de l'argent vers un autre compte et le passer du coup en francs directement et tout payer du coup en francs. Sinon moi au début ce que je faisais c'est que je passais par Wise, je sais pas comment on le prononce, mais en tout cas c'est une plateforme qui permet de faire la conversion. Donc je faisais mes virements via cette application-là. Et voilà, je payais du coup mon loyer comme ça, mais il faut savoir que bah, le taux de change évolue beaucoup et le salaire est aussi en général rattaché. Donc faut avoir ça aussi en tête pour essayer de jouer avec le taux de conversion. En général, si on voit que le taux il a l'air de monter ou de descendre, bon bah on se dit c'est intéressant d'aller retirer tout l'argent tout de suite ou d'attendre peut-être un petit peu. Ah ouais, d'accord, il faut quand même estimer un petit peu. Si on veut gratter après, c'est vrai que c'est pas obligatoire. Ok, merci beaucoup, Esteban. Si on peut peut-être revenir sur la vie en général à Lausanne, comment ça se passe avec les locaux? Est-ce que vous arrivez à vous intégrer avec eux, à vivre avec eux, à sortir avec eux? Comment vous êtes intégrés? Est-ce que vous restez
entre vous, entre Français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur la vie locale? Peu importe qui, Esteban, Clémentine. Moi, je dirais que déjà, c'est un pays qui est vraiment très cosmopolite. C'est-à-dire que vivre en Suisse, c'est pas vivre que entouré de Suisses, c'est vivre entouré de Portugais, de Français, d'Espagnols, de Latinos, de tout ce que vous voulez. Donc, à ce niveau-là, je pense que tout le monde peut faire les rencontres propres à sa personnalité, finalement, et aller vers les gens avec qui ça matche le plus. Et particulièrement à Lausanne, hein, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de nationalités, beaucoup d'activités. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, mais ça reste quand même une petite ville comparée à nos villes françaises. Ici, c'est considéré comme une des grandes villes, alors que bon, pour nous, quelqu'un qui viendrait de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu plus petit quand même. On peut comparer ça à Rennes peut-être, à Lyon, à Lille, pardon, des petites villes comme ça ou... Ouais, moi ça me ferait bien penser à Lille. Je trouve que Lausanne a un côté très sorti aussi culturel. Il y a vraiment pas mal de choses à faire par rapport à d'autres villes en Suisse. Hein. Lausanne est considérée comme une ville assez culturelle. Il y a beaucoup d'expos, des musées, il y a beaucoup de bars. Les gens sortent quand même assez. C'est quand même une ville dynamique et je trouve assez jeune par rapport à d'autres villes où là c'est encore un peu plus petit, un peu plus calme encore. Et puis après, c'est assez culturel, hein. On peut pas se cacher que les Suisses sont assez protectionnistes dans la vie du pays, mais un peu aussi dans leurs relations. Ils mettent un peu de temps à accorder leur confiance, donc ils ont leur cercle de connaissances. Donc pour faire confiance à quelqu'un, ça prend du temps, mais après on peut se construire des relations avec le temps. Voilà, que la confiance s'installe et au final tisser des relations, mais ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que ce qui pourrait se passer en France, où on a l'habitude voilà, d'échanger assez facilement avec les personnes. Là, il y a un peu plus de réserve. On sent que voilà, ils sont un peu plus sur la réserve. Ok, et en termes de sorties, est-ce que, pareil, le coût des sorties, donc on a notamment une question de Vivien qui est en rapport avec ça, donc je vous propose qu'on la pose maintenant. Je suppose que le coût de la vie en Suisse est élevé. Si le logement vous prend la moitié du salaire, est-ce que vous arrivez quand même à être confortable pour sortir au niveau des courses ou des autres activités? Donc par exemple, si vous faites des loisirs, du sport, etc., est-ce que c'est un coût? Est-ce que vous pouvez quand même le faire? Est-ce que vous le faites? Comment vous arrivez à gérer tout ça en fonction du coût de la vie? Bah, au final, j'ai envie de dire, c'est proportionnel, hein. Donc effectivement, le coût de la vie est plus élevé, le coût des sorties aussi, mais ça n'empêche que le salaire aussi est adapté en fonction. C'est pris en compte dans les calculs par Business France. Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, c'est clair qu'on ne peut pas aller non plus en boîte de nuit tous les soirs claquer un SMIC, c'est pas possible. Par contre, effectivement, ça reste relativement confortable en termes de train de vie. On peut faire beaucoup de choses et surtout, dès qu'on voyage à l'international, étant donné que le franc est quand même assez fort, on peut plus facilement faire des sorties et d'autres choses et voyager même un peu plus du coup. Mais oui, c'est sûr que c'est une organisation. Là-dessus, c'est un fait. Voilà, il y a quand même une grosse partie qui sort par rapport au logement. Après, on a quand même l'avantage de ne pas payer pour l'assurance maladie comme on le ferait après une fois en CDI. Donc ça, le VIE permet quand même de pouvoir s'organiser parce que voilà, on paye le logement, mais au final, les dépenses qu'on aurait normalement en CDI, on les a pas. Donc après, il y a aussi beaucoup de sorties qui sont gratuites à faire en Suisse, hein, aller se balader, faire des randos, profiter des paysages, tout ça, c'est gratuit. Mais on a quand même effectivement du budget après en fonction des sorties de chacun, voilà, des habitudes de vie. On peut allouer un budget pour les loisirs. Il faut juste voilà, s'organiser. La Suisse, voilà, c'est pas le pays où tout le monde est riche et c'est incroyable et tout le monde roule sur l'or, mais on peut s'organiser. Enfin, c'est faisable. Faut tenir le budget, pas vivre au jour le jour, effectivement, sortir en boîte tous les soirs, claquer des bouteilles, voilà. Mais c'est faisable en s'organisant bien. Et justement, par rapport au rythme de vie, par rapport à la France, est-ce que ça change? Est-ce que vous commencez aux mêmes horaires environ? Est-ce que, je sais pas, les restaurants ferment plus tôt? Est-ce qu'ils ouvrent plus tôt? Est-ce qu'on a un décalage ou pas du tout? Oui. Oui, tout ferme beaucoup plus tôt. Ça, c'est quand même une grosse organisation, notamment par exemple pour faire les courses alimentaires, le plus basique.
c'est vrai que le soir, en général, quoi, 18h, oui, autour de 18h, ça ferme. Voilà, donc nous, bien souvent, on est encore au travail. Donc il faut s'organiser pour soit les week-ends ou voilà, acheter aussi le temps de midi ou quoi. Mais oui, c'est vrai que ça ferme tôt. Et le samedi aussi, ça ferme même encore plus tôt. Le samedi, tout ce qui est magasin, même shopping ou quoi. Et le dimanche, vous oubliez tout commerce. Le dimanche est fait pour hiberner ou pour aller skier ou faire de la rando en montagne. Donc, aucune utilité d'ouvrir les commerces. Et vous commencez du coup plus tôt par rapport à ces horaires-là ou c'est plus des horaires comme en France? Alors, effectivement, au niveau des horaires en Suisse, il faut savoir qu'en moyenne, on est à 42 heures semaine. Donc on travaille plus au niveau semaine. Ça, c'est un fait, c'est culturel, hein, c'est la moyenne d'heures du pays. Donc on est quand même loin de voilà, des 35 heures où après en France, on peut travailler un plus, en fonction des postes. Mais en tout cas, ici, on est à 42 en moyenne. Après, sinon, il faut avoir des postes à temps partiel. Et là, effectivement, on travaille un petit peu moins. Mais donc, c'est une orga parce qu'effectivement, tout ferme tôt. Nous, on travaille aux mêmes heures. Mais après, pour faire nos 42, donc ça fait 8h40 au jour. Donc, forcément, on commence un peu plus tôt, on finit un peu plus tard. Donc, voilà, il y a quand même des magasins qui peuvent fermer à 18h30, 19h pour faire les courses. Donc, c'est pratique. Mais effectivement, le week-end, tout est fermé. Même le samedi 17h, si vous voulez faire du shopping, c'est trop tard. Enfin, c'est déjà fermé. Les Suisses accordent une vraie importance à l'équilibre vie pro, vie perso. Donc ça va aussi pour les boutiques. Voilà, les personnes ont leur vie perso, donc les boutiques sont fermées et puis il fallait venir plus tôt. Donc c'est trop tard. Ok, donc ouais, il y a une réelle adaptation quand même à faire par rapport à la France et c'est important que Audrey, tu appuies dessus parce que peut-être qu'on peut être un peu surpris en arrivant en Suisse, mais c'est culturel, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est bien d'être au courant en amont pour celles et ceux qui voudraient partir en VIE ou pour une expérience tout autre en Suisse. Merci beaucoup. Avant de passer peut-être à la fin de cet épisode, j'aimerais revenir sur votre parcours, Esteban et Audrey, puisque vous avez évolué chez Exia après votre VIE. Donc justement, j'aimerais que vous nous disiez, justement, est-ce que on a des opportunités de carrière? Comment elles se développent, ces opportunités de carrière après le VIE? Est-ce que c'est forcément il y a forcément un poste qui est ouvert après un VIE? Est-ce que non, c'est pas obligatoire? Est-ce que vous avez eu des réflexions de par la direction ou c'est vous qui avez proposé de rester? Comment ça s'est passé votre évolution? Audrey, si tu veux commencer. Alors, oui, alors effectivement, moi j'avais commencé en VIE et vu que alors j'étais la première RH de l'agence, du coup ça faisait un peu sens de continuer en CDI après, c'était un peu dans l'objectif. Donc voilà, je savais que à terme, il y avait une évolution après sur le long terme. Maintenant, je sais que c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Donc c'est un peu au cas par cas, mais je laisserai aussi Esteban répondre pour lui. Mais voilà, l'agence est en croissance et aujourd'hui, on n'a pas forcément de poste obligatoire d'ouvert, de promis. On a des perspectives sur les postes en VIE, mais on n'a pas 15 000 postes d'ouverts disponibles en VIE. Mais par contre, après, je parle aussi pour les autres sociétés, mais c'est pas obligatoire. C'est parce qu'on fait un VIE en Suisse que derrière, obligatoirement et automatiquement, on aura le CDI. Après, c'est vrai que c'est un plus parce qu'on a une première expérience en Suisse. Ça plaît en général. Voilà, avoir une première expérience sur le territoire, connaître les habitudes, connaître aussi la culture du travail suisse. Ça plaît beaucoup. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Merci Audrey. Et toi Esteban, quelle expérience tu as sur cette évolution? Je rejoins un petit peu Audrey, à l'exception que moi, effectivement, ça a été déjà dans le projet initial, c'était de chercher du long terme, donc ça offert comme une première option, le VIE, pour monter en compétences et tout en étant dans un cadre quand même relativement agréable et structuré, qui est le VIE, pour aller vers le CDI. Donc c'était un petit peu l'objectif, pas final, mais en tout cas une belle étape de l'atteindre. Donc après, ça se construit en fonction des envies de chacun et de l'évolution du poste. C'est-à-dire que si à un moment donné, on se rend compte que ça correspond pas à ce qu'on recherchait à la base, on n'est pas bloqué dans le VIE. D'ailleurs, il y a toujours moyen de passer vers d'autres postes par la suite. On parlait justement des 1 an et demi au début pour le VIE. Il faut savoir qu'il y a des périodes dans le VIE. En général, on fait un premier contrat d'une certaine période qui peut être renouvelé une seconde fois pour une autre période. Et
justement, ces périodes-là permettent d'avoir une certaine discussion et des échanges qui permettent de mieux construire le projet et après d'évoluer vers un CDI, d'évoluer vers une prolongation ou d'aller ailleurs simplement. Je pense que c'est aussi l'avantage du VIE à ce niveau-là. Ok, merci à tous les deux. Peut-être aussi pour préciser, vu que vous êtes en CDI actuellement, est-ce que maintenant vous êtes en contrat local? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes toujours rémunéré en euros ou là, du coup, vous êtes passé en francs? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence qu'il y aurait avec le salaire VIE? Comment ça fonctionne? Alors effectivement, là, on est passé en contrat local, donc CDI suisse, sous le format suisse. Donc avec les 42 heures, les congés suisses, parce qu'avant en VIE, on avait encore l'équivalent des congés français. Donc en fait, il y avait 30 congés, donc ça revenait aux 25 congés plus les 5 RTT. Aujourd'hui, nous, par exemple, on est à 42 heures avec 25 congés. Il n'y a pas de RTT en Suisse, ça n'existe pas. On n'a pas de RTT, on n'a pas de ticket resto. C'est pas des choses qui existent et qui sont courantes. On n'a pas de CE. Enfin, voilà, c'est pas courant dans la culture suisse. Donc là, oui, on est en contrat. Donc en fait, on a basculé sous le format classique. Donc on paye l'assurance maladie. Donc il faut souscrire à une assurance, la choisir. Il y a des complémentaires et on paye nos frais. Donc ça, c'est une vraie différence culturelle. C'est on paye tous nos frais médicaux et en fonction de l'assurance à laquelle on souscrit, on atteint un montant à l'année et quand on a dépassé ce montant-là, c'est l'assurance qui prend le relais. Mais l'assurance qui prend le relais, on paye quand même 10% de ce qu'elle prend parce que voilà, il faut quand même continuer de payer. Mais du coup, voilà, il y a tout ce format-là qui de premier abord n'est pas toujours très clair. Voilà, on parle de la Suisse, il fait bon vivre, etc. Mais voilà, il y a quand même, c'est presque un peu, moi j'aime bien rapporter ça à l'américaine parce que si demain il nous arrive quelque chose, un pépin de santé ou quelque chose, il faut quand même pouvoir prévoir, il faut quand même pouvoir sortir l'argent qui est nécessaire pour se soigner ou si on a, je sais pas, planté sa voiture, pour pouvoir faire la réparation. Et les coûts peuvent monter vraiment très vite, quoi. Donc, il faut s'organiser. Donc, en fait, on peut vivre confortablement, oui, mais il faut quand même beaucoup prévoir et anticiper le jour où il y a un problème parce que on peut vite se retrouver avec des problèmes, quoi. Merci beaucoup Audrey pour ces précisions. J'espère que dans les participants, ça vous aide aussi à vous projeter potentiellement et ça répond à vos questions. Avant de passer aux questions qu'on a dans le chat, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser maintenant. J'aimerais vous poser une dernière question. Selon votre expérience à vous que vous avez pu avoir en VIE et que Clémentine, toi, tu as toujours actuellement, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux participants pour se lancer en VIE en Suisse? Ou un conseil ou un tips, peu importe. Esteban, peut-être? Moi, je dirais l'anticipation. C'est important de vraiment se renseigner et d'anticiper les sujets parce que c'est pas une fois sur place, une fois qu'on est sous l'eau avec tous les documents, etc., qu'on peut réagir facilement. C'est important, sachant qu'en plus la Suisse est quand même très carrée à ce niveau-là. Donc on peut trouver des bonnes informations, on peut les trouver assez facilement. Donc je dirais l'anticipation, ce serait mon mot d'ordre à ce niveau-là. Merci Esteban. Clémentine? Moi, je dirais prendre quand même bien conscience qu'on a beau être des pays frontaliers et parler la même langue, il y a quand même une vraie différence culturelle. Et sans l'oublier un peu trop. Et aussi bien prendre conscience qu'en VIE, on doit vivre dans le pays dans lequel on travaille. Donc, vous ne pourrez pas être frontalier le temps que vous êtes en contrat VIE. Ça, je pense, c'est une information qui n'est pas assez claire du côté de Business France. Donc, à noter. Merci Clémentine. Et toi Audrey, est-ce que tu aurais un conseil à partager? Alors, je suis d'accord déjà avec les deux premiers. Ça aurait été des idées que j'aurais pu dire, donc c'est parfait. Et bon, une idée qui change, faites attention à être dans les clous. En Suisse, on est beaucoup sur cette notion de règles et il faut les respecter parce que en fait, sinon, on est rattrapé. L'administration est carrée. En général, les Suisses rentrent dans les règles, donc il y a une relation de confiance qui s'installe. Et en fait, en général, quand on n'est pas dans les règles, c'est qu'on vient pas trop de Suisse. Donc, ils le savent et vaut mieux respecter, vaut mieux être dans les clous. C'est aussi un peu, je trouve, une marque de respect. Voilà, on s'intègre dans le pays, on se fait à la culture, il y a une relation de confiance. Autant être dans les clous et être réglo parce que sinon, en fait, ils nous rattrapent et clairement, ils le pardonnent pas trop parce qu'ils partent du principe que normalement, on devrait avoir respecté, qu'il n'y aurait pas trop à y avoir de contrôle. Donc voilà, conseil, faut être dans les clous.
Merci beaucoup à tous les trois pour vos partages d'expérience et aussi ces conseils qui seront précieux, je pense, à prendre en compte pour les futurs VIE ou les futures personnes qui veulent travailler en Suisse. On va passer aux questions. On a 2 questions dans le chat pour le moment. On a une première question d'Idriss qui demande: peut-on se déplacer facilement en transport en commun, domicile-travail? Je ne sais pas qui veut prendre la main sur cette question. Je peux peut-être prendre la main parce qu'effectivement, moi, pour le coup, j'utilise assez souvent parce que j'utilise aussi les transports en commun pour aller chez mes clients. Donc, ça représente une bonne partie de mon temps. Je suis dans les transports en commun. Donc non, effectivement, on peut facilement se déplacer en transport en commun et c'est même, j'ai envie de dire, conseillé. Parce qu'en fait, tout le tissu suisse géographique est très très bien desservi, que ce soit par les trains, par les bus, les tramways, etc. C'est très très bien fait et franchement, je pense qu'on a tout à gagner en tout cas à prendre des transports en commun que la voiture dans la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions en montagne, mais dans la majorité des cas, voilà, les transports en commun ça marche très très bien. Et ils sont à l'heure, exactement à l'heure. Il n'y a pas de grève, Ouais. ils sont à l'heure. Ouais, c'est ça, ils sont toujours, enfin, il n'y a pas trop de retard par rapport à Non, ça. non, ils sont en retard quand ça fait plus d'1 minute. Ok, merci. Et on a une deuxième question de Zizin qui nous demande: est-ce que ce n'est pas plus intéressant de vivre en tant que frontalier? Ouais, je ne sais pas qui veut prendre la main. Je pense que cette question-là, c'est un peu un choix de vie. Je pense que on peut être frontalier comme on peut être résident suisse. Ça dépend comment on envisage notre quotidien. Être frontalier, oui, ça a des avantages. On reste voilà, en France, on n'est pas soumis à l'assurance maladie de la même façon. Maintenant, il y a quand même beaucoup de trajets. Ça dépend de son lieu de travail et de la proportion, bien évidemment, aussi au remote. Si on n'a pas de télétravail et on fait 5 jours sur 5 avec beaucoup de routes, je pense pas qu'humainement ce soit trop faisable. Maintenant, si voilà, on a une portion de remote et que il y a pas forcément beaucoup de trajets au quotidien, pourquoi pas? À savoir qu'il y a quand même beaucoup de bouchons et ça, c'est pas forcément indiqué, donc faut faire la route, tester, voir si c'est faisable, mais il y en a beaucoup qui s'épuisent vite quand même à faire le trajet tous les jours. Donc c'est un peu un choix de vie en fonction de chacun. Faut faire les pour, les contre et ce qu'on veut faire aussi. Moi, je sais que par exemple, quand je suis venue, alors en tant que VIE, bon, il y avait même pas la question puisqu'il fallait être résident suisse. Mais j'avais aussi envie de m'inclure dans le pays puisque je pars à l'international, je pars pour avoir une culture différente, m'inclure dans un autre pays. Donc, je m'étais dit, je serais plutôt résidente. Mais ça, c'est un choix personnel parce que voilà, je voulais aussi m'inclure et vivre au cœur de l'environnement. Donc, propre à chacun. Merci Audrey. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au remote. Justement, est-ce que en Suisse, le remote, il est apprécié? Est-ce qu'il est mis en place dans les entreprises? Ou est-ce que c'est encore un peu réticent? Mitigé. Il y a des clients, des sociétés qui sont assez ouvertes au remote, d'autres qui sont encore vraiment complètement fermées, mais vraiment complètement. Donc, c'est pas automatique. C'est des choses qui se font. En général, on peut avoir voilà, une journée, 2 jours. Plus après, ça dépend vraiment des postes. Du full remote, non, ou en tout cas sous un format particulier, différent, oui. Mais avoir un contrat suisse avec du full remote, il n'y a pas tellement de logique. Donc ça, du coup, c'est un peu à part. Mais oui, le remote, oui, quand même, mais c'est pas automatique. Et est-ce que vous, est-ce qu'en tant que VIE, vous pouvez en avoir chez Exia? Oui, avec Exia, on a du remote, on a du télétravail. Oui, ça, c'est bon. Ça, on peut. Super, merci Audrey. On a encore 2 autres questions dans le chat. On a une question d'Anaël qui demande: peut-on venir en Suisse avec notre voiture personnelle française pendant le VIE? Est-ce qu'il y a des conditions d'amener sa voiture ou pas? Ouais. Alors, coucou Anaël déjà. Et puis, oui, on peut venir avec sa voiture personnelle. Alors juste attention parce que la réglementation suisse impose que dans les 12 mois, on fasse changer ses plaques et son permis de conduire. Donc normalement, le VIE, le VIE global peut aller jusqu'à 24 mois. En Suisse, on peut aller jusqu'à 18 mois. Donc ça, voilà, il faut le savoir, c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire et on peut renouveler qu'une fois. En général, on a plutôt un premier contrat de 12 mois et après un renouvellement. Donc
si le VIE s'arrête au bout de 12 mois, il n'y a pas tellement besoin, parce qu'on arrive dans le timing d'une année, on n'a pas besoin de faire changer ses plaques et son permis. Par contre, si on prolonge ou si on reste en Suisse, là, c'est obligatoire et légal de faire changer ses plaques et son permis. Donc, on va au bureau des autos, on présente sa voiture, ils vont booker un contrôle technique. Alors, contrôle technique qui est plus poussé qu'en France, ça, il faut le savoir aussi. En général, il y a des réparations. Ils sont un petit peu plus consciencieux sur les analyses. Et du coup, après, ils nous rendent la voiture, tout est en règle. Et puis, ils prennent notre plaque, ils prennent notre permis, puis ils nous donnent des plaques suisses et notre permis suisse, et c'est parti. Voilà. Merci Audrey. Et on a une dernière question de Idriss, pour laquelle tu pourras également répondre, Audrey. Est-ce que des postes de VIE sont ouverts actuellement au sein d'Extia? Alors aujourd'hui, non, il n'y a pas de poste ouvert en VIE. L'équipe est au complet. On est voilà, on a recruté encore une nouvelle personne qui va nous rejoindre prochainement, mais du coup aujourd'hui il n'y a pas de poste ouvert en VIE. Par contre, du coup, on tient à le préciser, vous pouvez totalement faire des candidatures spontanées pour n'importe quelle agence Extia, donc que ce soit en Suisse ou alors dans les autres agences à l'international. Je vous mets les liens dans le chat si ça vous intéresse. N'hésitez pas, on répond à toutes les demandes. Donc, si vous voulez candidater, même s'il n'y a pas de poste qui vous correspond, allez-y. Esteban, notamment, avait postulé de base pour quelque chose de technique et finalement, il s'est retrouvé en VIE. Donc voilà, rien n'est fermé. Vraiment, on est totalement ouvert sur les profils. Comme on dit chez Exia, c'est d'abord qui, ensuite quoi. Et Esteban est un bon exemple justement aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est ouvert. Même s'il n'y a pas de poste en VIE et que vous êtes motivé, eh bien, on prendra en compte votre candidature. Merci à tous pour cet épisode. Merci Esteban, Audrey et Clémentine. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt avec les communautés métiers by Extia.